Merci d'être là et j'espère que vous allez bien à la maison. On est prêt pour une nouvelle édition de Pour votre information. Avec entre autres Sylvain Lavigne qui sera avec nous de Transplant Québec qui dans quelques semaines aura lieu cette autre semaine de dons d'organes et de tissus à l'échelle québécoise et viendra nous rappeler bien évidemment l'importance de signer votre carte de don d'organes. Aussi Isabelle Dominique-Cros que vous connaissez sur notre antenne pour ses capsules d'entraînement physique 2 temps 3 mouvements viendra nous parler de lâcher prise. Peggy Belland également sera avec nous pour jaser de bien-être. Aussi Ariane Harpin-Delorme qui est autrice avec 3 autres d'ailleurs auteurs de façon collective d'un livre qui s'appelle Des histoires qui ont du chien. On partage l'amour du monde canin. Et aussi Nicolas Vincent Poirier viendra nous parler de cinéma. Et pour tout de suite, Pierre Côté qui est auteur d'un livre Souriez, vous êtes au travail. Allez, je vous souhaite une bonne émission. Depuis le début de la pandémie, le monde du travail a changé, a dû s'adapter, se réinventer. Ça fait partie du nouveau lexique, on le sait. Travail en mode hybride, présentiel, ça aussi, ça en fait partie. Il est l'auteur d'un livre « Souriez, vous êtes au travail », également entrepreneur. Monsieur Pierre Côté qui est là avec nous. Bonjour. Bonjour. Et justement, le bonheur au travail, toutes ces questions rattachées justement à ce que vous nous portez dans le livre, qu'est-ce qui vous a intéressé à ce sujet tout d'abord? Moi, je m'intéresse depuis que j'ai lancé l'indice de bonheur qui s'appelait l'indice relatif de bonheur en 2006 et tout de suite après l'indice de bonheur au travail. Donc, ça fait 15 ans que j'analyse les différentes manifestations du bonheur, que ce soit le bonheur personnel et beaucoup plus particulièrement, les dernières années, le bonheur au travail. Donc, on a énormément de données pour être capable de décortiquer cette modèle-là, puis d'être capable de faire en sorte que le bonheur au travail, c'est pas ésotérique et psychopop, c'est pas quelque chose que l'on souhaite et qui arrive, c'est quelque chose que l'on instaure, que l'on travaille. Il y a des facteurs qu'il faut mettre en place, il y a des attitudes qu'il faut mettre de l'avant. Donc, et tout ça, c'est calculé. Tout ça, on est tous capables de voir l'incidence d'une chose sur le bonheur au travail des employés et forcément sur la performance de l'organisation. Puis pour avoir une performance adéquate, une productivité, avoir un bonheur justement qui est là puis qui perdure aussi à l'interne dans nos entreprises, est-ce que c'est la responsabilité de la partie patronale, la partie aussi employée? Est-ce que c'est du 50-50? Écoutez, tu ne pourrais pas le dire mieux, OK? Dans le sens que si c'est pas du 50-50, ça n'arrivera pas. Le bonheur au travail ne s'installera pas. Et le gros problème, c'est que souvent, on est en opposition. Au lieu de travailler avec, on travaille contre. L'employeur se bat contre ses employés, les employés se battent contre leur employeur. Et chacun s'envoie la balle ou la responsabilité. Elle est commune et partagée. Il faut que les gens comprennent que ça ne peut pas juste venir d'en bas ou d'en haut. Il faut que ça vienne des deux côtés. Il faut qu'il y ait une volonté. C'est comme deux morceaux de casse-tête, hein? L'employeur et l'employé. Il faut que tu sois capable de rentrer les deux morceaux de casse-tête l'un dans l'autre. Pour ça, il faut communiquer, il faut s'écouter, il faut démontrer l'élément fondamental qui est de l'ouverture. De l'ouverture des employés par rapport aux objectifs de l'employeur, mais l'ouverture aussi de l'employeur par rapport aux besoins de ses employés. Alors, c'est pas tellement compliqué, mais dans les faits, ça se passe pas toujours comme ça. Non, effectivement, c'est pas toujours le cas. Et vous dites justement que l'un et l'autre soient à l'écoute de leur réalité, les réalités qui ont changé avec la pandémie aussi. Je le disais, je l'évoquais, c'est juste le lexique, le travail en mode hybride, la conciliation maintenant, travail-famille qui a pris davantage aussi d'importance. Même, je pourrais dire famille-travail, parce que souvent, on l'inverse aussi dans certains cas. Ouais. Et bon, il y a ce retour en mode présentiel, puis il y en a qui ont souhaité, avec la pandémie, qui ont travaillé à la maison, garder ce mode hybride-là. Est-ce qu'il y a un minimum, selon vous, pour garder un climat de travail, un esprit d'équipe à avoir, pour garder l'équilibre, selon vous, là-dedans? Oui, il y a un minimum à avoir. Je pense qu'on va se retrouver avec le meilleur des deux mondes, OK? Dans des modes hybrides, que ce soit 3 jours, 2 jours, peu importe, OK? Mais bon, on voit qu'il y a une partie de la population, des travailleurs, qui souhaiteraient
restez tout le temps chez eux. Restez en mode virtuel constamment. Bon, c'est peut-être un choix de l'employé, mais je ne crois pas que ça devrait être une décision de l'employeur. Je pense qu'on peut faire des concessions, on peut essayer d'accommoder le monde, mais je crois qu'on devrait exiger un minimum de présence au bureau. Écoutez, on parle de confinement et de toute notre joie de retourner dans les salles de spectacle, de voir nos amis, nos familles. Ben, voir nos amis au travail, voir nos collègues, ça fait partie de la vie, ça fait partie des échanges qu'on a. Il ne faut jamais oublier que notre bonheur provient des autres. Oui. Et qu'on a, malheureusement, c'est sûr, pandémie oblige, on a rétréci notre bulle, forcément, et on s'est refermé un peu sur notre bulle, et de sorte que là, il faut briser la bulle. Okay? Il faut faire des efforts pour s'ouvrir, aller vers les autres, redécouvrir des amitiés, des relations qu'on avait peut-être sous-estimées. Moi, je suis un positif. Quand je regarde le retour au travail, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que je pense que ça va nous avoir manqué, puis on va peut-être avoir une attitude différente avec nos collègues. Puis peut-être, puis on en a jasé un petit peu avant d'ouvrir cette conversation et les caméras, mais la valorisation d'être dans un groupe aussi, d'avoir les commentaires d'autrui, de nos collègues, ça valorise aussi d'être confiné dans notre petit bureau qui n'est pas toujours ergonomique en plus et qui, finalement, est restreint à notre bulle à nous. On n'a pas de contact non plus. Donc ça aussi, ça peut nuire à la valorisation puis à peut-être chercher ailleurs un emploi aussi, j'imagine. Tu as tellement raison. Les deux facteurs, sur les 10 facteurs, tous les facteurs sont évalués plus faiblement depuis la pandémie. Mais les deux facteurs qui ont eu la plus grosse baisse, c'est le facteur reconnaissance et le sentiment d'appartenance. Et les deux vont de pair. Donc, c'est plus difficile de démontrer des gestes de reconnaissance en virtuel ou quand on est... et forcément, si ta reconnaissance est moins forte, ben, ta appartenance est moins forte. Et quand, on appelle ça la marque employeur, le mix des deux, et quand ça arrive, ta marque employeur perd de la valeur, puis tu peux partir pour des raisons vraiment peu importantes. Donc, la rétention, on parle si importante, l'attraction des nouveaux employés, ça se fait avec cette dynamique-là qu'on est capable de créer davantage en présentiel qu'en virtuel. Oui. Puis, tu sais, je pense que, en tout cas, j'en fais partie. Je suis le début trentaine, puis la nouvelle génération de travailleurs, les jeunes, je pense qu'on... oui, le salaire, c'est certainement un critère important, mais la qualité, le climat de travail, les ressources humaines, ce qu'on parle depuis tant d'années, je pense que là, quand vous parlez de rétention puis de contrer cette pénurie de main-d'œuvre, les leaders positifs dans une entreprise, est-ce que c'est pas justement l'enjeu majeur aussi, là, dans les facteurs déterminants aussi, là? L'enjeu majeur, puis davantage chez les plus jeunes de ton âge. J'ai une étude faite par Academos, en fait, je vais faire ce cours, mais auprès des 16-26 ans ils font du mentorat auprès des gens qui sont en recherche de travail pour les aider. Et qu'est-ce qui ressort du sondage que les jeunes recherchent? Ils veulent avoir le bonheur, le mot bonheur est le premier qui sort. Ils veulent avoir du plaisir, OK? Ils veulent être bien et ils veulent que leur employeur s'implique, redonne à la collectivité et soit éco-responsable. Donc, les employeurs qui ne voudront pas aller dans cette voie-là vont avoir de la difficulté à recruter des jeunes ou à les garder s'ils les recrutent. Oui. Donc, c'est ça. Plus on est engagé, mieux que ça fonctionne. Je pense que c'est ce qu'on... Ouais. Clair. Ce qu'on peut retenir de notre conversation aussi, parce que, en tout cas, c'est fascinant, c'est passionnant à tous les entrepreneurs, mais à tous les employés, à tous les chercheurs d'emploi, tous ceux qui veulent se trouver aussi peut-être une carrière, se réorienter. C'est un exercice que vous avez fait qui est pertinent avec votre livre. Donc, je rappelle, M. Pierre Côté, vous êtes auteur, bien sûr, de Souriez, vous êtes au travail. Merci énormément de nous avoir parlé. Ça me fait plaisir. On est à environ un mois, jour pour jour, de cette Semaine nationale du don d'organes et de tissus qui est du 24 au 30 avril. Et il est le directeur du soutien des soins infirmiers et du soutien aux établissements de Transplant Québec. C'est M. Sylvain Lavigne qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté. Peut-être tout d'abord situer ce que c'est Transplant Québec pour les gens qui nous regardent à l'instant. Oui, Transplant Québec, c'est l'organisme qui est mandaté par le ministère pour coordonner les processus de don d'organes. À partir du moment où il y a un donneur potentiel dans un centre hospitalier, quelqu'un qui est en train de décéder à l'hôpital,
c'est Transplant Québec qui va être contacté pour vérifier les registres, s'il y a eu des signatures de registres de consentement et procéder avec la coordination de l'ensemble du don d'organes, de la référence jusqu'au prélèvement. OK. Et je lisais justement que vous avez donné des chiffres justement là, à l'aube de cette semaine-là, puis vous avez constaté que le nombre de Québécois qui sont en attente là, d'une transplantation qui a augmenté de plus de 10 en 2021. C'est une hausse là, de plus de 80 personnes, si on le chiffre aussi avec, de façon là, plus précise, ce qui était non observé au cours des 10 dernières années. Est-ce que c'est l'effet de la pandémie qui nous amène à constater tout ça? Oui, je pense qu'on n'a pas le choix de faire ce constat-là. La pandémie a ralenti un peu les activités en transplantation. C'est plusieurs facteurs, mais un donneur potentiel d'organes, il faut qu'il soit identifié par un professionnel. Puis à partir de là, on va pouvoir se rendre jusqu'à transplanter des organes, mais il faut aussi que les médecins qui s'occupent des patients, il y ait des plages opératoires qui soient en mesure de transplanter les organes. Alors, toute la chaîne a été impactée à travers la pandémie, puis ça a ralenti un peu le nombre de transplantations possibles. Fait que l'impact de moins de transplantations, c'est une augmentation de la liste d'attente. C'est ça, exactement. Là. Donc c'est d'autant plus intéressant, important qu'on fasse mention de cette semaine nationale du don d'organes et de tissus, qu'on en fasse la promotion. Puis je lisais toujours dans ces chiffres et dans ces choses que vous nous avez dévoilées en amont que le nombre de personnes en attente de poumons, c'est historiquement plus bas. Mais pour d'autres, par exemple, un foie, un rein, ça a augmenté. Donc, peut-être nous expliquer pourquoi là, ce constat-là encore là? C'est sûr qu'il y a, pour certains organes, il y a eu des ralentissements plus marqués dans la transplantation, dans la pandémie. Pendant un certain temps, les médecins ont dû prendre vraiment une réflexion sur l'impact potentiel de la pandémie sur les personnes transplantées qui sont immunosupprimées et tout ça. Et c'est sûr que cet impact-là était évalué différemment, dépendamment des organes. Et la transplantation pour les poumons, c'est vraiment quelque chose qui va sauver leur vie. Il n'y a pas d'autre traitement potentiel. Alors, des fois, pour certains organes comme les poumons, ils vont accepter un peu plus de risques. Ils vont être prêts à accepter une marge de risque un peu plus grande parce qu'ils sauvent la vie. Il n'y a pas d'autre traitement potentiel en attendant. Je ne veux pas dire qu'en rein, ils n'ont pas besoin autant de la greffe, mais pour eux, heureusement, il y a une dialyse qui est possible, un moment d'attente, si vous voulez. Là, fait que la marge d'acceptation des risques est moins grande. Fait que pour certains organes, comme ça, il y a des facteurs qui vont influencer le nombre de transplantations là, possibles dans un contexte de pandémie. C'est ça, on est allé au cas les plus préoccupants à court terme là, dans un contexte pandémique, là, ni plus ni moins. Oui, exact. Ouais. Et parmi les nouvelles, par contre, là, qui sont encourageantes, parce que vous nous en avez quand même donné aussi, là, il y a des chiffres aussi qui nous le démontrent. 409 personnes qui ont pu être transplantées en 2021, ce qui représente une hausse par rapport à l'année précédente. Est-ce qu'encore là, c'est observable par le fait que la pandémie, à un moment donné, dans la séquence des événements en 2021, ça s'est amélioré, donc on avait pu reprendre les salles opératoires avec la baisse du nombre de cas de COVID? Bien, on pense que oui, il y a toujours une fluctuation d'une année à l'autre. C'est jamais stable, les chiffres en transplantation et en don d'organes. Mais là, ça fait beaucoup de sens avec ce qui est arrivé. Au début, le système a vécu plus de bouleversements au début de la pandémie et au courant de la suite des événements, a été mieux organisé pour faire face aux imprévus, que ça a permis quand même de continuer les activités de transplantation. Ouais, ça nous a permis de augmenter un peu le nombre de transplantations, mais on n'est pas au niveau avant la pandémie. Fait que, c'est en lien, on est encore dans une année de pandémie, donc il y a eu encore un impact. Une fluctuation, c'est ça, une fluctuation. Ouais. Je lisais aussi, puis je dois vous dire que ça m'a impressionné. Puis je dois aussi faire amende honorable. Je n'avais pas signé ma carte de don d'organes. Et en lisant ceci cette semaine, je l'ai signé. J'ai fait mon devoir. Je le dis de façon publique, là, avec les caméras qui l'enregistrent au moment de le faire. Mais je lisais qu'un donneur peut sauver jusqu'à 8 vies et redonner la santé à 20 personnes. Ah oui, à ce point-là? Oui, parce qu'en don d'organes, nous, Transplant Québec, dans ce que vous venez de dire, on va y aller avec les 8 vies. Un donneur va donner un cœur, des poumons, donc on est à 2, le foie, le pancréas, les reins vont à 2 personnes différentes. Et le foie peut être donné aussi à 2 personnes différentes. On peut le scinder en 2, si vous voulez. Là. Ah oui. Au total, c'est 8 personnes juste pour les organes. Puis quand on dit améliorer la vie des autres, ça, c'est en don de tissu avec Emma Québec.
eux ont la possibilité aussi d'utiliser les tissus d'un donneur. On fait des donneurs, on les réfère. Puis à ce moment-là, eux peuvent effectivement y aller plusieurs dizaines de personnes qui vont avoir la vie améliorée. Très intéressant. Puis il y a peut-être des légendes urbaines qui peuvent circuler, puis il n'y a pas d'âge pour... c'est-à-dire qu'on peut avoir 2 ans, 10 ans, 15 ans, 92 ans, puis on peut donner. Là. Nos tissus et nos organes peuvent être bons. Là. Absolument. Alors, on va considérer différents organes. Nous, ce qui est important, c'est la qualité de l'organe. On a des donneurs de plus de 90 ans. Ils n'ont probablement pas donné leur cœur parce que c'est l'organe qui, rendu à cet âge-là, est peut-être de moins grande qualité pour une transplantation. Mais le foie, lui, est probablement en très bonne condition si la personne n'avait pas d'autres antécédents. Alors, c'est vraiment de regarder la qualité des organes pour la transplantation, pour que ça soit bénéfique pour le receveur. Puis à ce moment-là, même en haut de 90 ans, tout à fait. Et on a eu un donneur aussi, l'inverse est aussi vrai. Là. Des jeunes donneurs, c'est aussi possible. Il y a de jeunes patients en attente qui ont besoin de petits organes à ce moment-là. C'est un match difficile, mais qui est possible. Oui. Et peut-être parce qu'il y a encore des gens qui ont peur, qui ont des craintes, qui ont peut-être une certaine anxiété liée à ça. Des fois, c'est même l'entourage des familles, quand on perd un proche, ça peut arriver. Mais peut-être nous expliquer les conditions pour le donneur et celui qui se fait greffer. Je sais que ça peut diverger ça peut être un rein ou un foie, c'est peut-être pas toujours les mêmes choses, mais peut-être nous expliquer quand, par exemple, quelqu'un décède ou quelqu'un se fait greffer un rein, un petit peu le processus, comment on intervient pour vous, pour tenter peut-être un peu d'atténuer ces craintes-là qui peuvent être chez certaines personnes qui nous regardent actuellement. Oui, en fait, tous les milieux, tous les professionnels de la santé vont essayer de sauver la vie de la personne quand elle arrive à l'hôpital. OK? Ça, c'est d'emblée, mais vient un point où ils ne peuvent plus, il n'y a plus aucun traitement possible pour sauver la vie de la personne. Et c'est à ce moment-là que le don d'organes va rentrer un peu dans la réflexion. Là, ils vont nous contacter, puis nous, on va commencer à regarder la situation, coordonner et attribuer les organes selon des règles qui sont préétablies au Québec. Mais tout ça, ça se fait vraiment une fois qu'on a constaté qu'on ne peut plus sauver la vie de la personne. La majorité du temps, on a même constaté un décès. C'est pas le décès du cœur qui arrête de battre, comme la plupart des gens le connaissent, mais c'est le décès du cerveau qui est un décès tout aussi valable que celui du cœur qui arrête, mais qui est beaucoup plus difficile à comprendre pour une famille qui va être en situation de deuil et de crise parce que c'est toujours des situations de mort subite. Le don d'organes, ça ne peut pas être quelqu'un qui décède, par exemple, de complications de cancer ou quelque chose comme ça, parce que c'est des maladies qu'on pourrait transmettre. Donc, c'est plutôt des situations où on a un accident d'auto, où on a un accident vasculaire cérébral subi massif qui fait que le cerveau meurt. Et ça, on dit bonjour, on souhaite bonne journée à notre proche, puis on se fait appeler dans la journée pour dire que ça va plus. Donc, c'est toujours des situations très, très difficiles. La famille est en crise et doit donner un consentement pour le don d'organes alors qu'ils sont en train de juste essayer de comprendre que la personne est morte. Exact. Alors, c'est dans ce genre de contexte-là qu'on se place. Mais il y a toutes sortes de critères très spécifiques qui doivent être suivis pour s'assurer que la personne a un décès constaté avant qu'on puisse procéder pour nous appeler et nous impliquer pour faire l'attribution des organes. C'est d'en parler à la maison, d'en dialoguer, de le mettre sur un testament, par exemple, aussi. C'est important de le faire pour peut-être voir respecter nos dernières volontés et peut-être aussi pour les gens qui nous regardent actuellement, un geste simple, rapide pour l'indiquer. On l'écrit quoi sur notre carte d'assurance maladie? Oui, il y a encore l'autocollant qui existe en arrière de la carte d'assurance maladie. Il y a maintenant des registres qui existent que vous pouvez signer, qui est accessible 24 heures sur 24 par Transplant Québec. Quand on a une référence d'un professionnel, on va aller vérifier ce registre-là. Celui de la RAMQ, encore, qui est donc un papier que vous recevez en même temps que la carte d'assurance maladie, qui est un renouvellement de la carte. Mais il y a aussi les notaires qui ont instauré un registre. Quand on fait un mandat d'inaptitude ou un testament, ils devraient poser la question également pour vos volontés pour le don d'organes. Et ça aussi, c'est un registre 24 heures
sur 24, accessible par des professionnels. Partout sur, entre autres, les plateformes que sont Internet, évidemment. On va sur votre site Internet. Tout est là, au bas de l'écran, au moment de se parler. Monsieur Sylvain Lavigne, évidemment, dans un contexte de la Semaine nationale du don d'organes et de tissus, on invite les gens à ouvrir le dialogue, à se parler. Très important. Parce qu'on le disait, on peut sauver des vies, jusqu'à 8 vies, et redonner la santé à 20 personnes. Un donneur, c'est ce qu'il peut ultimement donner. Donc, et puis ça a été très important, pertinent de le faire avec vous. Merci de nous avoir parlé. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. On trouve Isabelle Dominique-Cros que vous pouvez suivre à notre antenne sur 2 temps 3 mouvements, également sur ses plateformes et notre site internet tvrl.ca aussi pour retrouver toutes nos capsules aussi sur YouTube. Isabelle Dominique-Cros, salut! Comment vas-tu? Ça va très bien. Toujours heureux, sourire aux lèvres de te retrouver, surtout parce qu'on parle d'entraînement et de sport avec toi. Oui. Et tu voulais toujours plaisant. Oui. Puis là, bien, il y a toujours un côté, une tournure de santé, bien-être aussi quand tu veux nous jaser. Puis l'approche aussi de s'entraîner, c'est-à-dire notamment de laisser parfois notre ego de côté, ce qui est un peu dur des fois quand il est question d'entraînement. Hein? Oui, puis je dirais, de façon générale, pour certains plus que pour d'autres, laisser l'ego de côté, c'est pas simple. Ce qui est difficile aussi, c'est de tolérer le fait qu'on sera pas bon, qu'on n'est pas bon, et que des fois, pour devenir meilleur, il faut développer certaines habiletés dans lesquelles on sera peut-être pas jamais exceptionnel, mais ça fait partie de l'entraînement. Donc, le lâcher-prise, j'avais envie de jaser de ça avec toi parce que, mon Dieu, que c'est difficile. Oui, vraiment. Puis, est-ce qu'on peut dire que le lâcher-prise, peut-être aller dans cette direction-là, c'est parfois une forme spirituelle que ça peut prendre? Moi, en tout cas, je trouve que oui, dans un sens. Oui, effectivement, ça pourrait être peut-être de penser qu'effectivement, on n'a pas le contrôle sur tout. Tu sais, qu'on soit croyant ou non, on n'a jamais le contrôle sur tout. Puis je pense que c'est ce qu'on doit un peu accepter, qu'il y a certaines choses qu'on peut contrôler et on peut gérer ça, puis il y a d'autres choses qu'on ne peut pas contrôler. Et on peut, à chaque jour, on peut que faire le mieux, tu sais, pendant 24 heures, puis après ça, le lendemain, c'est une nouvelle journée. Puis, tu sais, je fais toujours le parallèle entre la vraie vie, entre guillemets, et l'entraînement, mais il y a 100 000, tu sais, parallèles à faire. Donc, pour moi, le lâcher-prise, c'est... Il faut éviter la comparaison par rapport à ce qu'on pense, tu sais, là où on devrait être, mais comparer aux autres, comparer à c'est lourd, tu sais, quand on se met à comparer. Comment ça se passe pour toi, le lâcher-prise? Bien, moi, ça se passe de cette façon-là. C'est que je m'entraîne beaucoup, on le sait. Puis je vais le redire pour ceux qui sont peut-être des nouveaux initiés à nos conversations, mais je m'entraîne pour un demi-marathon qui aura lieu en octobre prochain. C'est sûr que là, je suis en plein de façon plus sérieuse et intense dans mon entraînement présentement. J'ai un programme, je suis avec mon entraîneur semaine après semaine. Il y a un nombre de volumes d'entraînement aussi qui s'ajoute, qui s'intensifie de plus en plus qu'on avance vers le processus du demi-marathon de façon plus concrète. Et il y a des journées, il y a la vie, il y a le quotidien, il y a le boulot. Tout le monde a parfois ses engagements aussi. Et je tente de respecter le plus possible l'entraînement, mon horaire et tout ça. Mais des fois, c'est difficile, comme je te donne un exemple au moment d'enregistrer cette entrevue. Hier, je devais aller faire mon entraînement et pour toutes sortes de raisons, j'ai été occupé au boulot plus longtemps que prévu. J'y suis resté 2h30 de plus. Et donc, là, j'ai fait garde à 20h. J'ai dit, là, je vais aller souper, j'avais pas mangé. Et j'ai dit, bien là, ça ira à demain. Donc, j'ai déplacé. Mais pour moi, ça a été peut-être que ça paraît banal pour les gens, mais pour moi, c'est une passion. S'entraîner, c'est mon quotidien. Ça me fait donner un sentiment de bien-être. Et pour moi, ça a été très dur de devoir lâcher prise là-dessus. C'est dur, hein? C'est peut-être niaiseux, je le sais, mais il y a des problèmes plus durs que ça ou plus graves que ça dans le monde actuellement. Mais pour moi, ça a été ça, ma réalité, de devoir lâcher prise, de dire, regarde, ce n'est pas grave. Mes attentes, je vais me concentrer sur demain ou sur mon prochain entraînement, au pire, pour en faire un peu plus longtemps. Exactement. C'est ça. Puis ça m'amène à parler d'être dans le présent puis dans le futur plutôt que d'être dans le passé. Et c'est vrai, tu sais, puis des fois, quand on peut pas s'entraîner, c'est un vrai... on a été paresseux, ou là, ça nous tentait pas, ou là, on a fait d'autres choses. Mais là, dans ce cas-ci, c'était vraiment un imprévu. Les intentions étaient là. La vie, est venue un peu
prendre le dessus, si on veut. Puis là, ben, aujourd'hui, c'est une nouvelle journée, puis il faut un plan B, il faut s'adapter. Puis des fois, la solution, c'est juste de se dire, ben, écoute, je peux même pas rattraper ces heures-là ou ce moment-là, mais je vais faire du mieux que je peux la prochaine fois que j'y vais. Puis s'enlever cette culpabilité-là, surtout lorsque vraiment il y avait un pépin, il y avait pas d'autres options. Alors, tu as bien fait de lâcher prise, puis tu as encore du temps aussi. C'est pas comme si c'était dans une semaine et demie. Non, exact. Fait que tu as encore ce beau jeu-là de c'est un beau plan, tu es bien encadré, tu pars déjà avec les atouts de tous les sports que tu fais. Alors je suis pas inquiète, mais c'est tellement difficile de lâcher prise, puis c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant qu'on en parle. Puis des fois, les gens pensent que les personnes qui réussissent n'ont pas besoin de lâcher prise, mais... Puis, tu sais, tu réussis dans ton domaine professionnel, tu réussis en mise en forme, mais on a tous des aspects dans lesquels on excelle moins. Oui. Et il y a tellement de choses qu'on ne peut pas contrôler. Comment? Tu te parles de ma vie amoureuse? On se jase de ça. On va sur Tinder, on va aller sur Tinder, tiens. Non, mais pour vrai, mais de façon plus sérieuse, tu as raison. Puis est-ce que la respiration, je sais, c'est de façon très, peut-être, élémentaire, ce que je viens de dire, mais la respiration, c'est tellement un argument, mais aussi un indice qui peut nous mener vers ce lâcher-prise-là. Oui. Puis quand je parle de, tu sais, quand on parle de respiration, je suis tellement la moins bonne personne, tu sais, pour montrer l'exemple là-dedans, parce que j'ai plein d'énergie, puis je parle vite, puis, tu sais, c'est dur pour moi de me poser, mais en même temps, juste ralentir la respiration, des fois juste descendre un peu les épaules, prendre conscience de comment on est placé, puis être dans le moment présent. Et ça, encore une fois, il y a un parallèle, tu sais, entraînement et vie générale, mais je suis très présente. Tu sais, j'essaie vraiment d'apprécier, surtout avec ce qui se passe dans le monde actuellement, savoir que j'ai le luxe, tu sais, d'être dans un pays où on a la paix. Ouais. Savoir que dans le moment présent, il n'y a rien qui me préoccupe. Je peux profiter, tu sais, avec mon fiston, avec mes étudiants. Et ça, c'est, tu sais, c'est en anglais priceless. Il n'y a rien qui bat ça. Puis pendant que je suis dans le présent, bien souvent, je respire un peu plus lentement. C'est pas naturel pour moi. Puis quand j'essaie de contrôler ma respiration, pour moi, c'est beaucoup le chant populaire. Je sais que toi, tu fais de la musique aussi, mais à travers la musique, des fois, c'est une place aussi pour faire. Fait qu'il faut trouver ce qui fonctionne si on n'est pas des yogistes. La méditation également, tu sais, de visualiser que ce soit un paysage qui est lumineux ou une image, un souvenir aussi qui tu parlais de ton fils, mettons, avec un amoureux, tu sais, quelque chose de positif dans notre esprit aussi. Oui, puis pour toi tu sais, présentement, tu fais de la course, les paysages, c'est ça. Puis ce matin, j'ai entendu les oiseaux pour la première fois depuis longtemps. Puis c'est ça qui est précieux. Puis avant qu'on manque de temps, je veux dire le rire et être capable, tu sais, l'autodérision. Ouais. Ça aussi, je suis moyennement correcte avec ça, mais tu sais, être capable de rire de soi quand on fait des erreurs, quand on fait une gaffe, puis quand on a échoué, tu sais, une fois qu'on a passé par-dessus la grosse déception, les petits échecs, c'est être capable de voir les leçons qu'on apprend de ça parce que ça nous amène plus loin, tu sais. Puis le rire, c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Puis les bons complices dans la vie nous aident pour ça, amitié, amour. Certainement. Puis tu sais, moi j'ai encore en tête, puis tu sais, des blagues, puis on est sur une équipe de télé ici sur le plateau, je suis bien entouré, j'ai le bonheur à parler avec toi en ce moment. Il y a Daniel, le caméraman tantôt, qui racontait, il dit je suis à ma pension, j'ai 65 ans, mais il dit je traverse l'autre bord de la rue, bien déjà dépensé. Non, tu sais, c'est ce genre de petite blagounettes-là, mais qui fait en sorte, puis là je me tourne de l'autre côté, mais évidemment, pour le saluer. Daniel, ben oui, Daniel, il est tellement drôle. Ben oui, vraiment, fort sympathique, puis, mais c'est ça, c'est ce genre de s'entourer de gens positifs aussi autour de nous. Ça peut faire la différence aussi. Oui, tellement. Puis être la personne positive, des fois, ça fait la différence aussi. Tu sais, quand les autres peuvent pas le faire, des fois, on est cette personne-là pour les autres. Puis ça c'est chouette aussi. Ouais, exactement. Hey, merci beaucoup de ce tour d'horizon. Puis évidemment, on peut te suivre un peu partout, soit sur, évidemment, ton site Internet, puis aussi 2 temps 3 mouvements, et puis tout est au bas de l'écran au moment de se parler. Je nous dis à très bientôt. Et d'ici la fin de la saison, on en a parlé, mais là, ça va être enregistré. Ça va être couché sur bobine. Non, mais ça va être évidemment dit, mais je veux t'avoir en studio pour qu'on fasse un workout ensemble d'ici la fin de la saison. Un entraînement, puis peut-être à l'extérieur. On va voir. Exactement. C'est une invitation. Alors, merci à toi. Bye, bonne semaine. À bientôt. Salut.
C'est un livre qui est disponible aux éditions Goélette. Histoires qui ont du chien. C'est, entre autres, c'est un collectif qui, donc, en sont les co-auteurs, que sont Josée Bournival, Billy Robinson, également Joanie Godin. Et elle est avec nous, donc, autrice, journaliste, chroniqueuse, blogueuse, conférencière, grande voyageuse, soit, donc, Ariane Delorme-Arpin. Salut! Allô, ça va? Ça va très bien. Et toi? Très bien. Tu vois ici, là, je suis sur la route, là, en chemin entre deux régions. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir enfin parler de ce livre. Oui, bien justement, quelle était la prémisse? Comment s'est construit ce projet-là? En fait, c'est printemps 2020. La Goélette a communiqué avec moi et les autres auteurs pour poursuivre la collection, hein, Histoire de. Donc, Histoire de chiens, connaissant mon amour, entre autres, pour les chiens, amour du voyage. Et j'étais en route vers le Yukon à ce moment-là, en février 2020, avant que la Terre arrête de tourner. Donc, on a écrit le livre pendant la première vague. Donc, une fiction pendant qu'on vivait un film de science-fiction. Donc, ça a été assez particulier, mais on est très content que ça soit enfin sorti. Oui. Et pour toi, parce qu'évidemment, vous avez tous votre propre, disons, façon de voir les chiens, le monde canin également. Puis peut-être, et pour toi, c'était quoi qui était une évidence que tu voulais peut-être manifester et communiquer à travers ta plume de toi? Bien, en fait, j'ai toujours aimé les chiens. J'ai grandi à la ferme, etc. On avait des chiens, mais je me suis permis d'avoir un chien juste avant la pandémie. J'hésitais parce que je voyage beaucoup et je me suis permis ça et ça a été très salvateur, en fait, d'avoir un chien, hein, qui ont une certaine empathie pendant la pandémie. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, puis c'est ce que je raconte, entre autres, dans le livre, je me suis inspirée de ça, c'est que ça m'a aidé à prendre mon temps et prendre mon temps pour arrêter, parler aux gens de mon voisinage, mieux connaître ma communauté, prendre le temps d'approcher les gens qui sont seuls et qui ont été encore plus seuls pendant la pandémie. Donc, je me suis beaucoup inspirée des gens que j'ai rencontrés et que, bon, suite après au premier confinement, donc j'ai imaginé leur histoire, mais c'est beaucoup d'anecdotes significatives, en fait, des gens qui m'ont approché par mon chien, puis finalement qui m'ont raconté leur histoire extraordinaire. Là. Parce que les gens vont vers les chiens. Juste à se promener dans un parc, on le voit. Là. C'est vraiment, on se connecte. Exact. Puis bon, ben mon chien, évidemment, c'est le plus adorable, mais il est très affectueux. Et donc, quand il sent que quand les gens sont seuls, quand les gens sont plus tristes peut-être, ou il va vraiment aller vers eux. Et il est très protecteur, donc même des femmes. Donc, c'est presque une problématique là, quand les hommes m'approchent, mais il est très, très protecteur des femmes. Donc, il y a des situations, des fois, où il entend les gens chicaner, etc. Puis il va aller vraiment protéger les femmes. Hein? C'est un adolescent. Okay. Mais des anecdotes dans le livre, on en raconte chacun. On est vraiment 4 auteurs, je pense, des personnalités très différentes. Donc, ça a été vraiment agréable de travailler en équipe. Hein. C'est tous des auteurs que les gens connaissent bien. On a des styles, on écrit un peu de tout. Mais en plus de notre amour des chiens, je pense que qu'est-ce qui ressort de ce livre-là, c'est un baume pour le cœur qui parle beaucoup d'apprivoisement de la solitude, de solidarité, d'apprivoisement du deuil, d'amour, de simplicité volontaire, évidemment, bon, avec une touche, là, comment on s'en est sorti là, de la pandémie, mais qu'est-ce que ça offre d'avoir un chien? Ouais. De prendre le temps puis de vraiment donner de l'attention aux gens. Ouais. Donc, c'est un baume pour le cœur. Et ton chien s'appelle Kenya, si je comprends bien, c'est bien ça? Dans la vraie vie, oui. Dans la vraie vie, oui, c'est ça. Et d'ailleurs, je pense que tu aussi, je lisais, tu as fait 85 pays, tu es une grande voyageuse, blogueuse et tout ça et compagnie, mais est-ce que ta façon que tu as constatée dans d'autres pays de traiter les chiens, de les inclure dans la société différente qu'ici au Québec, au Canada, par exemple, où il y a des endroits dans le monde où les chiens sont
sont davantage valorisés ou peut-être inclus dans la famille? J'ai vu plutôt l'inverse, Ah oui, malheureusement. Okay. Ouais, j'ai vu plutôt l'inverse, que effectivement pendant le jour, ils sont plus timides parce qu'on les traite pas nécessairement bien, donc ils vont se cacher. Et le soir, donc on est aussi bon. C'est difficile de s'endormir, mais c'est le soir ils ressortent et ils chassent. Donc j'ai vu malheureusement l'inverse. Mais ça c'est mon expérience personnelle. Mais je pense qu'ici ou dans d'autres pays occidentaux, on a un amour des chiens, un amour des animaux en général. Mais je le comprends encore plus, là. Tu sais, il y a vraiment une empathie chez les chiens, comme je dis. Puis je pense pour plusieurs personnes, pendant la pandémie, ça a été très salvateur et ça m'a permis, moi, de prendre soin de moi, en fait, de prendre soin de lui puis de prendre soin de moi. Donc, et puis... Ah non, allez-y, vous allez compléter. Je l'amène partout. Je l'amène partout avec moi. Il fait de la randonnée, il fait du canot camping, du stand-up paddle. Il a compris qu'il n'y avait pas le choix de me suivre. Et puis, j'imagine qu'étant une grande voyageuse, une fille de plein air, tu as choisi un chien, une race de chien qui allait aussi, qui avait des prédispositions pour ça? Ou, ouais? Ben même pas, je pense. C'était pas nécessairement un chien qui aimait, mais je pense que comme on dirait compris, puis bon, dans l'histoire, c'est drôle parce que le chien aime pas l'hiver, en fait. Là, je me suis inspirée d'exact. Et donc, il a utilisé beaucoup d'humour dans l'histoire. En fait, c'est mon narrateur et le chien. Ouais. Donc, il utilise beaucoup d'humour parce qu'il aime pas l'hiver, puis évidemment, il s'est ramassé au Québec. Mais c'est ça. Je pense qu'il s'habitue. Je pense qu'on a les chiens qui nous représentent, puis ils s'adaptent très bien à nous, là. Ben, je pense que oui. Hein? Je pense que c'est pas faux de prétendre, de dire que quand il y a une connexion entre un maître et son chien, c'est fait de façon... Tu sais, je veux dire, c'est pas banal. Il y a vraiment un complément ou une complémentarité entre les deux personnalités, je pense. Hein? Puis ils veulent se faire aimer. Ils se donnent un rôle. Tu sais, ils se donnent vraiment un rôle. C'est souvent de nous protéger, en fait. Là. Donc, ils se donnent un rôle. Donc, il me suit. Il me suit, puis sur la route. J'ai goût de faire un exercice. Il nous reste un petit peu de temps. Ce sera un petit peu plus funky pour les dernières minutes de cet entretien. Mais je te pose cette question-là. Si tu étais un chien, quelle race tu aimerais être? Aimerais-tu être? Je pense que je serais peut-être un labrador. J'aime beaucoup l'eau. Okay. J'aime beaucoup l'eau. Je passerais ma vie dans l'eau. Il y a une espèce de... Donc, peut-être labrador, ouais. OK. Puis, je m'en allais poser la question. J'ai peut-être une partie... Oui, aussi. Peut-être déjà le teint blond qui fit avec naturellement. Et puis, c'est, entre autres, peut-être une réponse que tu m'as un peu donnée, mais dans quel environnement tu aimerais vivre si tu étais toujours ce chien, justement, ce labrador? Mon Dieu, moi, comme tu disais, je fais beaucoup de plein air, de randonnée, donc je viens de la campagne. Bon, j'habite en ville pour le travail, mais ah oui, dans le bois, tu sais, dans le bois, puis dans la montagne. Tu sais, là, je dis le bois, en plus, là, on va reconnaître de quelle région je viens. Oui. Mais oui, montagne, ou un peu partout, en fait, mais montagne, bois. Ce qui est en plein air. Exact, exact. Pour que tu puisses courir, gambader, avoir du fun, puis... Être libre, être libre, exact. La liberté sans laisse. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir parlé. Évidemment, je rappelle que tu es l'une des co-autrices du livre « Histoires qui ont du chien ». Comme on peut le voir actuellement, Billy Robinson, Joanie Godin, aussi José Bournival qui font partie, comme toi, du collectif. Merci beaucoup, Ariane Arpin-Delorme. Merci beaucoup. Merci, au plaisir. Au plaisir. Elle est là, elle est de retour, je suis content. Salut, ma chère Peggy Belland. Oui, puis c'est le printemps de retour avec... Bon, en tout cas, ça sent le printemps, il fait beau à l'extérieur. C'est le printemps, en tout cas, c'est sûr qu'il y a encore des fluctuations de température au moment de se parler, mais quand même, la date sur le calendrier nous indique qu'on est le printemps depuis à peu près une semaine. Exact. Puis là, tu voulais nous parler justement, avec le changement de saison, c'est dur pour la peau. Oui, bien, en fait, le changement de saison, c'est bon de se rappeler qu'on doit prendre soin davantage de notre peau. Puis c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années. J'en fais partie aussi. Oui, hein? Mais surtout, toi, tu as la barbe et tout, hein? Donc, oui, mais tu sais, toi puis moi, je pense qu'on est un peu dans ce même problème-là, c'est-à-dire, tu sais, avec la pigmentation très pâle, ça fait en sorte que, moi, les changements de saison, j'ai des petits boutons pendant quelques temps. Exact. Ça peut chauffer, ça nous met pas en valeur. Et non. Fait que, donc, le petit truc que j'ai, c'est que 2 fois par année, moi, je me fais un rendez-vous avec mon esthéticienne. Puis là, je me fais faire un masque
selon la saison. Donc, ça, c'est un des premiers trucs que vous pouvez faire, c'est dire, ben moi, 2 fois par année. Ça veut dire, bon, quand le printemps arrive, quand l'hiver... L'automne-hiver, peut-être? Automne-hiver, entre les deux, là, vous dites, ben moi, je vais prendre un rendez-vous, puis je vais aller me faire un traitement spécifique. Et les esthéticiennes, ils vont super bien vous recommander. Mais au-delà de ça, il faut prendre soin davantage de notre peau. C'était mon point. Et il y a des petits trucs très simples qu'on peut faire. À la maison, qu'on peut faire? À la maison. Premièrement, bien, tu sais, tu es animateur, Alex, on est en studio, puis même à la maison, tu sais, si vous sortez, vous mettez des petites crèmes de jour, même les BB creams, c'est important de bien nettoyer sa peau le matin et le soir avant d'aller dormir, parce que c'est ça qui peut faire là, les petits boutons dont tu parles, si on nettoie pas bien notre peau. C'est ça, puis il y a des matières grasses qui peuvent s'accumuler sur notre peau. Exact, le sébum. Mais ce que tu nous racontes là, c'est vraiment applicable autant pour les femmes que les hommes. Oui, puis il y a beaucoup d'hommes qui le font, puis je suis contente que tu en parles, Alex. Ils vont pas s'afficher, mais on a une peau, là. Je veux dire, c'est humain. Ben oui, donc, exactement. c'est important autant pour les hommes de le faire. Moi, je le fais, là. Je veux dire, c'est sûr qu'on fait de la... Tu sais, comme tu disais, on fait la télé, on est dans les médias. C'est sûr qu'il y a quand même un certain traitement qu'on doit faire à notre peau. Mais non, c'est pas moins mâle ou moins viril de l'avouer ou de le faire. En fait, je pense que c'est tendance. Dans le sens qu'aujourd'hui, prendre soin de soi, on le dit partout, mais ça passe par prendre soin de soi, prendre soin de sa peau. Toi, en tant que madame, là, mettons que tu vois que ton homme, là, il se fait de la peau, là, t'aimes bien plus ça que ton chum, il se fasse la peau, là. Bien, il y a la peau douce comme un bébé. Ah, ben voilà! On aime ça! On salue monsieur! Puis il faut protéger aussi sa peau. Fait qu'une fois qu'elle est nettoyée, je parlais tantôt de BB cream, CC cream, même pour les hommes, c'est quand on parle de ce genre de crème-là, si vous avez déjà entendu ça, c'est qu'il y a une petite teinte à l'intérieur, mais il y a des crèmes solaires, puis il y a de la crème hydratante, donc ça protège. Il faut pas oublier que le soleil, le vent, la pluie, tout ça, ça vient vraiment affecter notre peau. Fait que c'est important de la protéger du soleil. On peut le faire via aussi les BB cream, les CC cream, ou sinon mettre même, je dirais, des crèmes solaires. Aussi. Je veux dire, c'est important, il faut pas l'oublier, il faut bien protéger notre peau. Les UV sont de plus en plus forts même quand on est au printemps puis qu'on se découvre pas encore, parce que des fois, il fait pas encore assez chaud. Mais tu découvres pas d'un fil en avril. C'est ça, c'est ça. Puis même le visage, là, comme tu disais, même l'hiver, on a quand même le visage découvert. Fait qu'il faut aussi se protéger. Il faut penser à ça, pas juste l'été ou dans les saisons plus chaudes, là, du moins. Là. Oui, et voilà. Les UV sont là tout le temps, pas juste quand il fait chaud. C'est ça. Et là, tu as une gamme de produits qui est naturelle. Oui, exact. Bien, en fait, dans mes 2 derniers points, c'est dormir entre 7 et 9 heures par nuit. Ça, c'est vrai. Ça procure vraiment un plus gros teint. C'est facile de dormir. Et oui, utiliser une gamme de produits naturels. Moi, il y a 6 mois, j'utilisais des produits. Je ne regardais pas vraiment les ingrédients et j'ai décidé, je suis une spécialiste en alcool, drogue, médicaments. Hein. Je donne des formations dans le milieu corporatif. Puis, bon, j'aime beaucoup la molécule du THC, le cannabis, le chanvre. Ça se fume pas, là, ça, il faut le dire. Là, mais justement, j'avais envie d'en parler parce que souvent, on pense, bon, cannabis, THC, CBD, c'est que le chanvre est un dérivé. Oui, c'est ça. C'est que le chanvre est une plante. Mais c'est pas la même molécule. Là. Quand on parle de molécule, le THC, le tétracannabinoïde, c'est ce qui procure le buzz. Mais il n'y a pas ça dans tout ce qu'on retrouve au niveau du THC. Et ces produits-là, justement, ils s'appellent chanvre. C'est fait au Québec. Okay. C'est 100% naturel. Eux, ils cultivent leur chanvre. Et on retrouve plusieurs succursales à Drummondville, à Montréal. Il y en a vraiment partout. On peut trouver leur point de vente sur leur site Internet. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils visent le bien-être dans leur mission. Et aussi, ça regorge d'acides essentiels. Ça veut dire que l'absorption est rapide pour l'épiderme. Puis ça l'aide aussi. Plusieurs de leurs produits aident à traiter les problèmes de peau, dont l'eczéma et psoriasis. Puis moi, j'en ai, tu sais, des plaques rouges. On dit, qu'est-ce que j'ai? Mais tu sais, leurs produits, là, moi, j'ai vraiment vu une différence. Donc, il n'y a pas nécessairement beaucoup de... Tu as moins de plaques rouges, finalement. Oui, puis c'est pour tous les types de peau aussi? Tous les types de peau, oui. Puis moi, je suis tombée en amour. Puis écoutez, c'est vraiment abordable. Présente-nous chacun des, si tu veux, des produits là, qui sont là. Oui, bien, en fait, moi, c'est ma petite routine beauté. On pourrait rajouter ou enlever des produits. Moi, c'est la mienne pour l'instant. Puis justement, mettons que tu es dans ta routine beauté, là, explique-nous chacun des produits, puis dis-nous à quoi ils servent, puis dans quelle, peut-être, étape tu les appliques. Oui, bien, c'est sûr que moi, là, je l'ai pas... Je viens de me rendre compte que je n'ai pas apporté. J'ai la lotion nettoyante. Donc, je commence par me nettoyer le visage. Et une fois aux 2-3 jours, j'applique ça ici. C'est l'exfoliant pour le visage. Mais ça, là, c'est comme toutes des petites baies. C'est vraiment agréable comme texture. Par
la suite, moi, quand je sors de la douche, j'applique mon coup de cœur, le sérum coup d'éclat. Pourquoi? Parce que ce sérum-là, il neutralise les radicaux libres. C'est ce qui fait les petites plaques rouges. Ouais. Et ça contrevient au vieillissement de la peau. Mais aussi, c'est ça améliore l'élasticité de la peau. Puis je vous le dis, là, au lieu de donner une peau grasse comme plusieurs des sérums, tu sais, nous, on se met de la petite poudre à la télévision, hein, ça va vite, on veut cacher, là, ben oui. Mais ça l'empêche de reluire, ça vient vraiment, c'est incroyable. Et je finis avec ma petite crème hydratante. Et ça, je fais ça le soir avant d'aller dormir. Okay. Ça, c'est ma routine avant d'aller dormir. Sinon, de jour, je mets mon sérum avant de mettre mon maquillage, mes poudres. Puis tu sais, tu pourrais très bien la mettre. Un homme pourrait mettre ce sérum-là, cette crème-là. Je vous le dis. Puis j'ai vraiment vu une différence au niveau là, de ma peau. La texture de la peau. Oui, ça fait 6 mois. Puis d'ailleurs, est-ce que aussi le coût de détail, tu sais, le prix de détail, est-ce que c'est cher? Est-ce que non, c'est abordable? pas du tout. Ça varie. Je vous dirais, les produits varient entre 29,99 au plus cher, peut-être à 69,99. Mais j'ai de la misère à vous donner des prix parce qu'il y a beaucoup de rabais. Okay. Ils sont souvent en promotion. Il y a des coffrets cadeaux aussi. Ils ont Fait que, tu sais, allez sur leur site. Mais c'est pas des produits, ça vaut pas 200 $, vous comprenez? Ouais, je Puis comprends. c'est fait au Québec. Ils prennent les plantes du Québec. Fait que moi, je me sens en totale sécurité. Alors, allez voir ça. Vous avez une page Facebook aussi, là. C'est très facile. Qui est facile plutôt à trouver. Oui. Toi, que tu as toujours d'habitude une citation, je veux pas te prendre au pied du non, mur, pas du mais tout. je sais que Non. tu prépares toujours une petite citation comme mot de la fin. Mais là, j'avais envie de vous partager mon mantra. Vas-y donc. Parce que je me suis rendu compte que moi, j'ai un mantra, puis j'ai dit, bon, je vais le partager. Mange mieux, Ouais. dors suffisamment, hydrate-toi, aime ton corps, bouge plus, visualise et sois positif. Mon mantra. C'était comme ça. Et dis-moi, parce qu'on a encore un peu de temps, qu'est-ce qui concrètement t'a changé dans ta vie depuis que tu as adopté ce mantra-là? Oui, bien moi, c'est un long processus, mais je dirais que j'ai découvert les éléments clés de ce mantra-là, c'est que c'est la base pour commencer à prendre soin de soi, tu sais, manger bien, s'hydrater, boire beaucoup d'eau. Ça a l'air facile, mais moi, je suis rendue à 6 à 7 verres. J'ai même pas mon 8 verres à tous les jours. Bouger à tous les jours, ça a l'air facile aussi, mais je vous dirais, moi, j'essaie de faire une demi-heure de marche par jour à tous les jours, puis je ne suis pas encore arrivée, puis ça fait quand même plusieurs mois. Donc, mais graduellement, on voit le changement. Exact. Fait que je vous invite vraiment à appliquer ce petit mantra-là dans votre vie. Et avec le printemps qui arrive, on a encore des incitatifs pour sortir. Et qui dit sortir, qui dit avoir besoin de ce que tu nous as raconté, c'est-à-dire avec de la peau. Oui. C'est prendre soin de celle-ci. Oui. Merci beaucoup d'être passé nous Ça me fait plaisir. voir. Fait que on se revoit bientôt. Prenez soin de vous. Avec de grand votre plaisir. peau. Salut, merci. Bye bye. Au moment de se parler, on est à quelques heures de ces Oscars, 94e cérémonie des Oscars le 27 mars à Los Angeles, la Mecque du cinéma mondial. Il est pour nous à Laval d'ailleurs le meilleur pour vulgariser le domaine du cinéma depuis tant d'années avec nous collaborateurs. Nicolas Vincent Poirier, content de te trouver. Salut Alex. Merci d'être là. On va parler aussi de Reacher, qui est une série disponible sur Amazon Prime, la plateforme aussi de visionnement en ligne. Mais tout d'abord, donc oui, allons-y avec ces Oscars, parce qu'on est encore représenté par le brillant cinéaste Dune. C'est Denis Villeneuve qui est de Dune, donc, derrière. Et pour toi, quelles sont les chances pour Dune de l'emporter dans la catégorie du meilleur film ce soir? Il y a des bonnes chances, mais à mon avis, Denis Villeneuve va remporter ses Oscars au prochain film, dans quelques années d'ici, quand Dune 2 va sortir, un peu comme Peter Jackson avec Le Seigneur des Anneaux. OK, pourquoi tu ne penses pas qu'il va l'emporter au cours des prochaines heures, là? J'espère vraiment que je me trompe, mais moi, je suis sous l'impression, vraiment comme Peter Jackson. Il a fallu qu'il sorte les 3 films Lord of the Rings. Après ça, c'est là qu'il a eu son Oscar. Je présume que ça va peut-être être un peu la même chose pour Denis Villeneuve. Un des films que je ne pense pas qu'il va remporter d'Oscar, c'est West Side Story. Et pourquoi? Parce que, comme on se l'est dit, c'est très politique, les Oscars. C'est pas parce que c'est un mauvais film. D'ailleurs, je n'ai pas du tout vu ce film-là encore. Mais c'est qu'il y a certaines controverses que je ne vais pas embarquer dans les détails à propos de certaines personnes durant le tournage et des controverses assez négatives, disons. Et si le film remporte un Oscar, disons que ça va peut-être mettre un peu trop de lumière sur certains trucs qui se seraient mal déroulés. Durant le tournage?
durant le tournage ou avec certaines personnes. Donc, ça serait pas une bonne chose, autant par rapport à la presse que l'industrie du cinéma à Hollywood. Ça ferait une assez grosse controverse. Ça fait que pour ces raisons-là, je ne pense pas que ça va être West Side Story qui va remporter. De Spielberg, mais en même temps, tu le sais qu'avec les Oscars et avec le domaine du cinéma à Hollywood, on n'en est pas à nos premiers scandales. On n'en est pas à nos premières controverses. Ah, oui, c'est sûr, sauf que je pense que il y a eu beaucoup de scandales dernièrement, depuis les dernières années. On pense au Weinstein. Et bon, je pense que le cinéma essaie de se rajuster. C'est sûr qu'il va malheureusement toujours avoir des scandales. Il va toujours avoir des salauds au sein de cette industrie-là, de n'importe quelle industrie d'ailleurs. Mais de laisser ce film-là gagner comme meilleur film de l'année, pas sûr. Mais en même temps, moi non plus, connaissant les controverses, puis on invite les gens à les lire, justement, on n'entrera pas dans les détails, mais si le tout s'avère vrai, je veux pas, évidemment, mettre la lumière sur des gens comme ça ou sur des artisans du cinéma qui ont pas bien agi. Ce sera des mots, évidemment, assez doux que je vais évoquer, mais le fond de ma pensée est un peu plus virulente que ça. Mais par contre, dans les catégories visuelles, tu sais, direction photo ou autre, c'est clair que le film Dune de Denis Villeneuve pourrait à peu près tout rafler. Ça, on s'entend là-dessus. Là. Oui, je suis persuadé. À tous ces niveaux-là, c'est sûr dans ma tête que Dune va remporter la crème de la crème, le meilleur film de l'année. Et après ça, quelques années, en même temps, le meilleur réalisation de l'année. Je suis persuadé que quand Denis Villeneuve va sortir Dune 2, il va avoir une nomination si, évidemment, la qualité reste la même. On s'entend. Ça, mais dans celui-ci, on a souvent vanté la beauté impeccable, vraiment les images qui sont magnifiques. Donc, dans le côté technique, on s'entend que Dune part avec une longueur d'avance pour cette édition là, des Oscars, pour la 94e cérémonie de ce soir-là. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Ce qui est vraiment excellent avec ce film-là, c'est que Hollywood, pendant des années, depuis que le CGI, le Computer Generated Image, vraiment a pris de l'ampleur et a l'air plus réaliste. Juste tous les films se fient là-dessus. C'est ça, et peut-être juste expliquer le CGI, ce que c'est, parce que toi, tu sais, dans le lexique, tu es un expert, mais explique ce que c'est, le CGI. C'est des images par ordinateur. OK, ni plus ni moins. Parfait. Ni plus ni moins que ça. Trop de films, la plupart des films maintenant se fient là-dessus. Donc, que certains grands réalisateurs, comme que ce soit Denis Villeneuve ou Christopher Nolan, se servent d'effets visuels pratiques, c'est-à-dire des effets réels, là, comme dans les années 80 et 70. Et donc, c'est très rare et que Denis Villeneuve ait réussi à faire un film de cette ampleur-là en utilisant le moins de CGI possible. À mon avis... C'est grandiose. C'est grandiose et à mon avis, il mérite là son Oscar, puis il mériterait d'avoir le score du meilleur réalisateur de l'année parce que jusqu'à date, tout ce que j'ai vu dans les films cette année, il n'y a rien qui se rapproche de ce qu'il a fait. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est des remises de prix pour des gens qui ont fait évoluer l'industrie du cinéma. Et Denis Villeneuve, avec ce film-ci, oui, il l'a fait évoluer. Exactement. Puis avec un bon résultat, la critique, box-office également, pour appuyer aussi la réussite de ce film-là. Puis je te poserai pas la question avec le score du meilleur film d'animation. On s'entend-tu que Encanto va l'emporter? Mais ça, c'est un autre sujet. On était libérés de la toune de la Fée des Neiges. Fait que là, ça va être avec Encanto que les gens vont être encore pognés pendant les jeunes familles pendant une couple d'années. Mais là, pour parler d'un autre sujet, parce qu'on a du temps un petit peu ensemble, mon cher, soit Reacher. C'est une proposition sur Amazon Prime. Oui, tout à fait. C'est une série d'Amazon Prime, 9 épisodes d'environ 1 heure chaque. Et Reacher, c'est tiré de la série de romans de Jack Reacher. Il y a une vingtaine de romans jusqu'à date écrits par Lee Child, qui a commencé en 97 à écrire ces romans-là. Et Jack Reacher, on se rappelle, a été interprété par Tom Cruise au cinéma en 2012 et en 2016. Mais beaucoup de gens ont critiqué Tom Cruise
parce que Tom Cruise mesure, 5 pieds 7, il pèse peut-être 170 livres, mais le personnage de Jack Reacher dans le roman, Il est à peine c'est plus plutôt... petit que toi. Non, il mesure plutôt 6 pieds 5, 250 livres. Là. C'est un mastodonte. Exactement. Et physiquement, Tom Cruise ne marchait pas vraiment. Là. On s'entend, ça fait qu'il a été très critiqué, disons, pour ça. Et le personnage de Jack Reacher, c'est une ancienne police militaire qui a pris sa retraite. Et puis, il se promène à travers les États-Unis. Il n'y a pas de domicile fixe, il ne possède rien du tout. Comme il va où est-ce que la vie le mène et à chaque fois qu'il débarque en quelque part, eh bien, il vit des aventures parce que, c'est une ancienne police militaire, mais en même temps, il a une force incroyable, il peut faire... c'est un excellent détective, il aide la police locale à chaque fois. Et dans cette série-ci, qui est tirée du premier roman de la série de romans, eh bien, il débarque dans une petite ville, il est accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Et là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de corruption dans cette petite ville-là. Et j'embarque pas dans les détails, mais c'est une série que j'ai trouvée excellente. J'adore tout ce que Amazon Prime produit, tout ce qui vient de là, comparé à des fois à ce que Netflix fait. Parce que Netflix... Qu'est-ce que tu préfères de Amazon Prime? C'est que Netflix, on s'entend, leur pain et leur beurre, c'est quoi? C'est les films et les séries. Donc, c'est du contenu. Quand on regarde leurs séries à eux, moi, dans ma tête, ça ressemble vraiment à juste, il faut produire beaucoup de contenu parce que c'est des trucs à 10, 12 épisodes et énormément de saisons. Donc, la quantité au détriment de la qualité. C'est ça, Jack Reacher, on parle de 9 épisodes et puis c'est beaucoup plus court, beaucoup plus concis. Est-ce que d'ailleurs, permets-moi de te poser la question, mais est-ce que on en apprend davantage sur Jack Reacher aussi, sur son passé, sur ce qui l'a mené à devenir un peu un citoyen interdit finalement là, à l'amener comme ça? Est-ce qu'on approfondit un peu le personnage? Un petit peu. On apprend un petit peu sur son enfance, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est tiré du premier roman. Donc, non, on va pas tout décrire. Exact. On comprend beaucoup plus, disons, le personnage que dans les films avec Tom Cruise, disons. Est-ce que toi, tu as trouvé aussi que le personnage, en fait, l'acteur qui le personnalise à l'écran, est-ce que c'est, pour ceux qui l'ont vu au cinéma, c'est déstabilisant ou au contraire, on fait facilement la transition entre le film et la série? Moi, je trouve que c'est très facile parce que je te dirais que cette série-ci est beaucoup plus réaliste par rapport au film. Par rapport au roman, parce que Jack Reacher ne parle pas énormément. C'est un homme de peu de mots. Et Alan Ritchson, qui interprète Jack Reacher, est excellent dans le rôle et il mesure déjà 6 pieds 2. Ça fait que ça aide énormément. Il pèse 210 livres, mais pour le rôle, il a pris 30 livres de plus et on s'arrangeait sur le plateau, semblerait-il, pour qu'on lui donne constamment de la nourriture. Là. Chaque fois qu'il avait faim, là, on le gavait. On le gavait presque pour qu'il reste, avec sa carrure. Là. Ouais. C'est ça. Et ce qui est drôle, rapidement, c'est que Alan Ritchson, c'est lui qui a interprété Aquaman dans Smallville. OK. Pour ceux qui se rappellent de Smallville, là, Aquaman, et c'est lui qui a interprété Raphaël dans les 2 derniers films des Ninja Turtles. Ah oui, surveillez. Hey, merci beaucoup. Yeah! Ninja! Yeah. Hey, à bientôt, mon cher Nicolas Vincent-Poirier. À bientôt, Alex. Yeah, salut. Je vous invite toujours à nous partager vos impressions et peut-être aussi des suggestions de sujets sur le tvrl.ca, sur notre page Facebook aussi, autre courroie de transmission très probante pour acheminer vos messages. Je veux aussi, bien sûr, saluer le travail de tous les collègues sur le plateau qui me font rayonner ici devant vous, soit Daniel au montage à la caméra, bien sûr, Jacques et aussi Daniel qui sont aux caméras sur le plateau, Alain à la réalisation et Manon aussi à la recherche. N'oubliez pas tous nos bingos, c'est tous les dimanches à 9h30 et puis c'est 3 500 $ cette semaine, dont 2 500 $ pour la carte pleine. Pour tous les détails concernant notre bingo et cette émission, le tvrl.ca. Allez, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.